Apporter de la valeur à quelqu'un, c'est déjà de savoir qui il est, quel est son prénom. Ce que je vais dire, et c'est peut-être spirituel, les paroles ont beaucoup de poids. J'ai quelqu'un qui a plein de followers sur sa page, il peut dire, voilà, je suis quelqu'un, mais ok, d'accord, t'as 1 million, mais est-ce que t'as plus de valeur que celui qui en a 100? On peut pas connaître réellement plus de 5000 personnes. Donc ça veut dire que les 4000 que tu connais, qui sont dans ton répertoire, soit c'est des numéros de téléphone, ou soit c'est des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose. Moi, je comprends que si on veut réussir, quel que soit le domaine, il faut être bien entouré, il faut être bien accompagné. Bonjour, bienvenue dans Deep Conversation, notre deuxième numéro de ce nouveau format. Un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous aujourd'hui un expert du réseautage. Et pas que du réseautage, il aime le dire, le réseautage bienveillant. C'est quoi le réseautage bienveillant? Je sais, vous vous posez la question et moi-même perso, quand j'ai les rencontrés, je me suis dit, tiens, je savais que le réseautage existait. C'était une notion aujourd'hui qu'on retrouve très souvent dans les sphères d'influence. Mais ajouter au réseautage le concept bienveillant, je me suis dit, tiens, je suis allé à sa rencontre et j'ai dit, messieurs, écoutez, vous avez écrit un livre, ça m'intéresserait de lire votre livre et par la suite de vous recevoir dans Deep Conversation. Il a fallu des mois d'attente, le temps pour moi de consommer ce livre. Et aujourd'hui, on tourne cette émission avec l'expert, celui qu'on appelle Mohamedou Dem. Est-ce que j'ai pas écorché votre nom? Non, c'est tout à fait, c'est Mohamedou Dem. Ouais. Voilà. Donc, il va partager avec nous autour de ce concept. Vous êtes dans Deep Conversation, c'est maintenant. Alors, depuis un moment déjà, vous êtes nombreux à suivre cette émission. D'ailleurs, selon les stats, c'est plus de 60% des personnes qui suivent nos podcasts qui ne sont pas abonnés à nos différentes chaînes JM Tikaya, que ce soit YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Aussi, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. Le 15 décembre sortira mon premier livre, Le pouvoir caché des relations, édité chez Sword Éditions. Un travail qui a pris plus d'une année, mais le résultat est enfin là. Vous avez là un travail très qualitatif qui vous permettra de faire ce voyage-là à la découverte de votre moi intérieur. Ensuite, une fois que vous aurez investi dans votre moi intérieur, l'opportunité vous sera donnée d'aller soit, disons, d'embrasser une religion ou d'aller vers ce qu'on appelle communément les mentors. Ces personnes qui ont dépassé une certaine expérience, qui ont vécu une certaine réalité, qui acceptent de nous accompagner tout au long de la vie. Donc, je vous invite d'abord à vous abonner sur nos différents comptes, mais ensuite, à partir du 14 décembre, procurez-vous Le pouvoir caché des relations, édité chez Sword Éditions, au prix de 25 € en France et partout en Afrique à 15 000 francs CFA. J'ai l'habitude de le dire, Yebelardo, toujours dans le cadre Yebelardo. Bonne émission à vous. Alors, Monsieur Dem, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir. Bienvenue. Merci beaucoup de l'invitation, c'est un plaisir d'être ici parmi vous. Moi, je suis le plus heureux parce que c'est pas facile de vous faire venir. Ça n'a pas été facile plus tôt, mais au-delà de ça aussi, vous êtes un homme très occupé parce que vous avez une agence, Dem Agency, qui accompagne les entrepreneurs, toujours sur des questions liées au réseautage. Donc, me disposer votre temps, c'est une grâce que je ne prends pas pour acquis. Alors, s'il est question de vous présenter, si aujourd'hui on vous demande de vous présenter, de faire votre présentation, qui est Monsieur Dem? Monsieur Dem, c'est un homme qui a 47 ans, mais au-delà de mon âge, j'aime toujours me présenter, à dire d'où je viens. Donc, ce qui est important quand on s'adresse à quelqu'un, et c'est toujours la question que je pose, parce que souvent, quand on demande à personne de se présenter, 9 fois sur 10, les gens ils disent ce qu'ils font. Ils disent, moi je suis journaliste, je suis avocat, mais ça ne définit pas la personne. Ce qu'on fait ne dit pas d'où on vient en fait. Donc c'est pour ça que je prends le temps d'expliquer rapidement, et on aura l'occasion d'échanger. Je suis originaire du Sénégal, donc je suis né, j'ai grandi au Sénégal, précisément dans une ville qui s'appelle Kanel, qui se trouve vraiment à 600 ou 700 km à l'intérieur des terres du Sénégal. Donc, pour ceux qui connaissent le Sénégal, c'est vraiment la pointe à l'Afrique de l'Ouest. Et moi, je suis vraiment dans l'intérieur des terres, donc j'ai pas du tout le côté mer. Mais après, j'ai eu l'occasion justement de venir à Dakar. Mais on aura l'occasion d'en parler. Alors, tu as écrit un livre, Le pouvoir du réseautage bienveillant, livre qui parle du réseautage, mais pas que du réseautage. Il y a ce désir de communiquer des valeurs, d'orienter au fait ce réseautage vers
J'ai l'impression d'être en face d'un mouvement nouveau, Mhm. comme à l'époque des Sénèques et des Mhm. Épictètes qui ont véhiculé des logiques de pensée. Ouais. En lisant le livre, que vous pouvez retrouver un peu partout, où est-ce qu'on peut déjà retrouver votre livre Ouais, il avant est qu'on en parle? disponible en format digital sur toutes les plateformes et en format physique aussi en librairie. Donc on peut le commander sur Amazon, sur la Fnac, enfin toutes les plateformes en France ou à l'étranger. Et on peut me le commander aussi, l'avoir chez soi en fait, tout simplement. Et même en Afrique, on peut aussi se le procurer. Donc au Sénégal, donc j'ai des points de distribution à Dakar même. Et après, on peut aussi Au s'approvisionner prix de partout combien? à l'euro. En CFA, c'est 15 000 Ok. francs CFA. Et en euros, c'est une vingtaine d'euros. Enfin, c'est 18,90 € exactement, mais c'est en euros si on veut dire, quoi. Voilà. Ok. Vous commencez le livre à partir de votre village natal. Pourquoi? Pourquoi est-il important pour vous de partir de vos origines pour nous exposer ce sujet ô combien nécessaire? Bah, c'est ce que j'ai commencé un peu quand je me suis Oui, oui. présenté. J'ai dit quoi là, je suis originaire du Sénégal et précisément de Canel. On a l'habitude de dire, surtout dans les cultures africaines, si tu sais pas où tu vas, souviens-toi d'où tu viens. Mm. Moi, je sais d'où je viens, mais surtout, je sais exactement d'où je viens. Ok. Et du coup, ça me permet d'être à l'aise, clairement, sur mes origines, mes racines, mon identité, ma langue, ma culture, les traditions qui font que la personne est ce qu'elle est aujourd'hui. Ok. On peut faire ce qu'on veut, ressasser ses origines, sa culture, sa couleur. À un moment donné, ça finit forcément à nous rattraper. Mm. Donc, autant être conscient de qui nous sommes pour justement nous aider à aller plus loin. Parce Ok. que c'est ce qui nous permet justement de... Et, de, de, et, de, et, de- et parlant de ton enfance, de ton village, Mhm. dans ce livre, parce que lorsque vous allez lire ce livre dès les premières pages, vraiment, c'est un voyage sur ce que c'est Canel, le Sénégal et autres. J'ai aimé, Mhm. ça m'a permis de découvrir ce pays ô combien Mhm. cher à nos cœurs. Aujourd'hui, le Sénégal s'élève véritablement comme un modèle, hein, Mhm. de par la gouvernance, mais aussi par la culture, le tourisme et bien d'autres choses. Quelles sont les valeurs que tu as reçues dans ton enfance et qui te suivent aujourd'hui? Parce qu'on va le voir, ce sont des choses que tu exposes dans le livre. Mhm. Bon, des valeurs africaines, je pense que c'est vrai pour tout Mm. pays africain, hein, de mon point de vue. Je n'ai pas encore fait les 54 États, mais c'est une des ambitions justement d'aller voir Ah oui. ailleurs que le Sénégal. J'ai eu l'occasion d'aller partir dans d'autres pays. Mais une des valeurs traditionnelles qu'on retrouve quand même de manière globale, quelle que soit l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, c'est déjà l'entraide et l'esprit de solidarité. C'est-à-dire que l'Afrique est connue pour être déjà des familles nombreuses pour la plupart. C'est rare qu'on a une famille africaine avec un enfant. C'est très rare, hein. Je ne dis pas Mm. que ça n'existe pas. C'est peut-être aujourd'hui avec les cultures, ça change un peu. Mais globalement, on retrouve en fait une famille avec toutes les sphères qui vivent au même endroit. Mm. Donc ça donne aussi une indication sur l'esprit de solidarité et d'entraide. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai remarqué, en tout cas ce qui est vrai au Sénégal, l'Afrique de l'Ouest surtout, c'est l'esprit de solidarité. C'est-à-dire ce qui est le plus important, c'est le collectif avant même l'individu. Mm. Donc moi, ce que j'ai reçu comme valeur, c'est vraiment l'esprit justement de solidarité et de partage. Et pour donner un exemple, pour illustrer, en Afrique, la plupart du temps, on mange tous ensemble dans un même plat, Mm. Surtout au Sénégal. surtout au Sénégal. Mais Et non, c'est vrai même ailleurs, hein, c'est pas qu'au Sénégal, hein. oui, beaucoup plus en Afrique de l'Ouest. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, avant qu'on ne parle de réseautage, Mhm. comment te vois-tu? Et quelle est la perception? Tu rencontres énormément de gens, quelle est la Ouais. perception du monde vers le Sénégal? Ouais. Et quelle est aussi la perception des Sénégalais envers eux-mêmes? Est-ce que vous êtes un peuple fier, un peuple qui aime se mettre en avant, Ouais. un peuple qui refuse plutôt le déracinement? Parce que certains, parfois, quand ils viennent en France, ils se disent, bon, ça y est, je laisse le pays, hein, je deviens français. Comment tu te vois étant Bah, moi, je vais sénégalais? déjà parler de mon point de vue, mais surtout du point de vue aussi pour essayer de définir le Sénégal de manière générale, hein. On dit que c'est le pays de la teranga. Donc, la teranga, c'est vraiment l'accueil, l'hospitalité. Effectivement, le Sénégal et les Sénégalais de manière générale sont reconnus pour avoir un peuple qui aime accueillir. Mm. Donc, ça a ses avantages et ses inconvénients aussi, hein. Quand on accueille le monde entier, l'avantage, c'est qu'on s'ouvre au monde, mais l'inconvénient aussi, c'est que les gens peuvent venir pour piller. Ok. Que c'est vrai aussi pour... En fait, tout le monde n'est pas dans les bonnes intentions. Ce que j'essaie de dire, ça c'est vrai, historiquement, ça a été, on le voit bien. Donc oui, pour définir le Sénégal pour ce qui me concerne, l'esprit de solidarité, de partage et le fait d'accueillir le monde, c'est vrai, historiquement. Et l'autre chose aussi qui est vrai du Sénégal, en tout cas, c'est un pays qui est ouvert vers le monde, mais qui est aussi enraciné dans ses traditions. Mm. Est-ce que c'est une bonne approche? Pour moi, oui.
Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me définit. Et quand je me présente, je commence toujours à parler en disant que je suis originaire du Sénégal, parce que c'est ça qui a fait ce que je suis comme aujourd'hui. Mais c'est parce que je suis ouvert dans le monde entier que je ne suis pas non plus renfermé sur une identité ou sur le Sénégal en disant on ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Donc du coup, ça donne une ouverture d'esprit, un esprit aussi de curiosité pour aller justement s'enrichir de d'autres Ok, ça c'est bien. cultures, de d'autres traditions ou d'autres langues. Donc voilà, c'est vraiment cette dualité, tradition, enracinement et ouverture d'esprit. Donc il y a le célèbre, comment dire, premier président comment dire, sénégalais qui en avait parlé bien avant moi, hein, Senghor, qui disait voilà, c'est l'esprit d'enracinement et puis d'ouverture aussi, quoi. En lisant ton livre, on se rend compte que tu as fait énormément de belles rencontres humaines. Mhm. Quelles sont les premières rencontres qui t'ont marqué, les premières personnes qui ont cru en toi? Oh, je vais en faire la liste, elle est longue, mais je vais déjà commencer par les sphères familiales. Donc les premiers à croire en moi, c'est déjà papa, maman. Ah, ça c'est bien. Et Parce que tu dis que tu avais 11 ans, sauf erreur de ma part, c'est ouais, ça? c'est ça. Tu Ouais, dis, bon, je dois aller étudier ouais, en Europe. ouais, Et tu écris la lettre, et tu ouais, dis à ton père, ouais, tu expliques à ton père. Déjà, ouais, c'est très courageux de voir un enfant de 11 ans ouais. prendre son courage, écrire une lettre à son père pour dire, papa, je veux venir en France, Mm. je veux étudier. Et puis, il t'a cru un mois après, il t'a fait venir en France. Ouais. Donc, pour toi, c'est d'abord la famille, parce C'est que déjà la plusieurs n'ont pas famille parce cette que c'est grâce. la sphère. Quand on se lève le matin, quand on est tout petit, les seules figures d'identification, c'est déjà papa, maman. Pour dire ce qu'on veut, en bien ou en mal. Mm. C'est-à-dire qu'on, par mimétisme, l'enfant emmagasine énormément de choses. Quand je dis emmagasine énormément de choses, c'est-à-dire qu'il va reproduire inconsciemment, de manière volontaire, ou même des choses qu'il va faire, mais il se pose la question pourquoi je le fais. Mais quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, il a été influencé d'une manière positive ou négative par sa sphère Donc, pour familiale. toi, la cellule familiale est très importante et que Carrément. les parents doivent accompagner les enfants. Tout est relatif dans l'accompagnement, hein, parce qu'il y a des personnes qui vont dire oui, mais moi, je n'ai pas, par exemple, la culture pour pouvoir aider mon enfant à l'école. Ok. Moi, je pense que même quelqu'un qui est illettré, qui ne sait même pas lire et écrire, a une capacité aussi d'accompagner son enfant. Pourquoi cette question? Parce que si ton père n'avait pas cru en toi, Oui, je pense que peut-être qu'on ne serait pas là. peut-être, sûrement. Parce que tu le dis dans le livre, que si mon père n'avait pas ce regard bienveillant, il m'a dit, bon, je te prends au mot, Hein. tu arrives, tu dis, petit, concentre-toi, sinon tu repars au village. C'est clair. Tu dis que tu serais devenu potentiellement éleveur de vaches et bien d'autres choses. Donc, quelque part, la foi ou le fait que le père s'est dit, OK, on va suivre sa logique. Pour toi, tu penses aujourd'hui, parce que c'est aussi, tu es un expert dans ton domaine, c'est de dire aux parents, bon, écoutez, ne prenez pas à chaque fois à la légère les propositions, les décisions que les enfants viennent. On est dans un monde où on accorde peu du crédit aux paroles ou aux dires d'un enfant de 11 ans. Qu'est-ce que toi, tu peux dire à des parents qui très souvent banalisent? Parce que toi, dès 11 ans, ta vie, limite, a pris une autre dimension. En fait, ce que je vais dire, et c'est très peut-être spirituel, Mm. les paroles ont beaucoup de poids. Ok. C'est-à-dire quand on dit quelque chose sur soi-même ou sur les autres, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mm. C'est-à-dire que dans la sphère familiale, un enfant qui a un rêve de devenir astronaute, Écoutez-le. faut l'écouter. Faut pas lui dire maintenant pourquoi tu te prends pour un astronaute. Même s'il est au Congo. Même s'il est au Congo, peu importe où il est, mais c'est pas mon problème. Peu importe le pays. Il peut être même dans le Sahara qui dit moi je vais viser la Lune. C'est pas le lieu en fait qui compte. Et c'est pourquoi je dis c'est important parce que nos paroles très souvent se matérialisent. C'est pour ça que je dis c'est spirituel. Se matérialise comment? C'est que ça ne devient pas automatiquement le jour où on a pensé le dire, mais c'est qu'après, quelques temps en arrière, on se rend compte, en fait, mais c'est vrai qu'en fait, j'avais dit quelque chose, ou quelqu'un m'avait dit que... Donc moi, effectivement, à l'âge de 11 ans, j'ai eu le rêve ou le désir de rejoindre mon père, parce que mon père était ici depuis les années 75. Donc effectivement, je lui ai envoyé une lettre en lui disant, est-ce que je peux venir en France pour pouvoir continuer mes études à l'âge de 11 ans? Mais comment c'est venu? C'est parce que peut-être... Il y a quelqu'un qui a dû me souffler un mot, qui me dit écris une lettre à ton père. Peut-être c'est maman qui me l'a dit écris une lettre. Je sais même pas dans quel concept, mais peu importe les conditions, c'est qu'à un moment donné, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écrit. Et en dehors de papa, est-ce que sur ton parcours, il y a d'autres personnes qui t'ont Papa, regardé? maman, déjà, c'est la base, mais avant eux-mêmes, c'est. Et je reviens toujours sur les sphères familiales. Je vais peut-être parler beaucoup en boucle, parce que souvent, on idéalise l'extérieur en disant ouais, j'aimerais être un tel, un tel. C'est le cas.
Mais avant de devenir c'est un tel, il faut déjà voir déjà que nos parents, nos proches, notre entourage nous conditionnent d'une certaine manière. Mais avant, donc mes grands-parents, enfin je dis avant mes parents, donc le lapsus révélateur, mes grands-parents ont beaucoup forgé aussi ma personnalité. Ok. Maintenant, est-ce que c'est toujours la famille pour toi est-ce que c'est toujours la famille qui t'a donné de croire que les relations pouvaient changer ta vie, ou bien c'est tout au long du parcours que tu C'est t'es tout rendu au long de compte? nos parcours. Je pense pas que mes parents, enfin c'était pas calculé. Mon père, je lui ai envoyé une lettre. Peut-être les conditions étaient, j'allais pas dire réunies, parce que tout n'était pas réuni, mais en tout cas, mon père, il est de cette trempe, il agit. C'est-à-dire que même si on lui dit non, s'il a des convictions, il va le faire. Ok. Et lui, je pense qu'il y a personne, tout le monde l'a découragé au départ. Quand il a eu l'initiative de me ramener, on lui a dit non, c'est pas possible, ça marchera pas. Mais il a osé. Il a osé le Maintenant, faire. dans le parcours, est-ce qu'il y a des rencontres qui t'ont donné de quoi dire, tiens, les relations peuvent jouer un grand rôle Ah, carrément. Tout le temps. Tous les jours. Il y a des personnes jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui vont pas croire en nous, qui vont nous freiner. Et c'est eux aussi des moteurs de stimulation qui vont... Et à quel moment? Est-ce que c'est toujours lorsque tu étais jeune, ou bien c'est après avoir passé tes diplômes d'ingénieur? Tout le temps. Je vais donner quelques exemples. Quand on est enfant en France, ou même à l'étranger, hein, on nous dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Souvent, on pose cette question-là. En dernier, 4e, 3e, qu'est-ce que tu veux faire? Donc ça peut être un choc. Donc, soit on ne sait pas répondre. Moi, je côtoie aujourd'hui plein de jeunes. Je leur pose la question. Soit ils me disent, je ne sais pas. C'est souvent le cas. Ou soit ils disent, je veux faire ça. Ils ont le droit de changer la vie. C'est bien. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que la connaissance de soi, c'est pour ça que je reviens toujours, c'est le côté famille, origine, permet d'une manière ou d'une autre d'atteindre peut-être certains objectifs. Donc, par exemple, des personnes qui ont cru en moi ou pas, il y a eu les profs. Je pense qu'on a tous été à l'école. On a un ou une prof qui nous a marqué en positif ou en négatif. C'est-à-dire c'est un prof qui nous a traumatisés, prof de maths ou de français ou d'anglais, j'en sais rien, avec qui ça se passait pas. Et à l'inverse, il y a aussi le prof qui nous stimule, qui nous donne envie. Moi, c'était mon prof de philosophie. Ouais. Mais je pense n'importe quelle personne. Si Abdoulaye, tiens, il est du Sénégal, il est originaire du Sénégal. Ouais. Ouais. Je me rappelle en seconde, j'avais jamais fait la philosophie, mais quand j'arrive en première, limite, je pouvais le remplacer et expliquer des notions complexes aux autres. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui croient en nous. Ici, souvent, dans des personnes qu'on côtoie tous les jours, donc ça peut être super familial, ou sinon des profs, parce qu'on passe beaucoup de temps quand même à l'école. Ouais. On n'a pas le choix, jusqu'à 16 ans, c'est obligatoire, en tout cas en France. Donc j'ai eu des profs qui ont cru en moi, il y en a d'autres qui n'ont pas cru. L'anecdote, c'est qu'en 3e, on me demande qu'est-ce que je veux faire, je dis je veux devenir ingénieur. Alors moi, je n'ai jamais su pourquoi je voulais devenir ingénieur. En seconde, on me repose la question, je dis je veux devenir ingénieur, mais dans l'automobile. Alors moi, là, ça s'est précisé. Ça s'est précisé, mais je ne sais même pas pourquoi ça s'est précisé. Parce que mon père n'était pas dans le secteur automobile, ma mère n'y était pas, il n'y a personne dans mon entourage qui l'était. C'est peut-être... j'ai entendu, j'ai vu et on s'est projeté. Si on m'avait dit non, tu n'y arriveras pas, c'est pas possible, c'est pas pour toi, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui n'ont pas cru? Parce qu'il y a une prof de maths qui m'a dit ça peut être compliqué, tu pourrais peut-être y arriver parce que tu travailles bien. Mais bref, elle m'a dit d'aller dans une filière que j'imaginais pas au début. Ok. On va parler un peu plus en profondeur de ton livre. C'est quoi le réseautage? On entend presque partout. Ouais. On l'associe à d'autres concepts. On dit le réseautage, le marketing de réseau, le réseautage digital. Bon, là encore, on vient de voir un autre concept, le réseautage bienveillant. Il y a Paul qui va me regarder bizarrement. Demain, on dirait encore le nouveau narratif du réseautage, puisque lui, il me dit à chaque fois le mot narratif, j'aime tellement trop ce mot-là. C'est quoi le réseautage? Je vais essayer de l'expliquer d'une manière très simple. Et je vais prendre des définitions. Quand on dit réseautage, il y a réseau. Okay. Donc avant déjà l'otage, il y a déjà le réseau. Qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un groupe de personnes. Ce n'est pas une individualité. Donc c'est forcément un collectif. Les animaux fonctionnent en réseau. L'exemple de réseau, c'est les fourmis. Ils sont toutes petites, mais quand elles sont ensemble, elles arrivent à construire ensemble. Donc le principe du réseau déjà, ça veut dire que c'est un collectif. C'est un ensemble de personnes, un groupe d'individus, animaux ou êtres humains, qui ont une vision commune. Vision ou même
des intérêts ou une identité. Ok. Pourquoi les fourmis, elles sont ensemble? Parce qu'elles se reconnaissent entre Oui. fourmis. Pourquoi les bœufs sont ensemble et pourquoi les vaches sont ensemble et pourquoi les chèvres sont ensemble, les humains sont ensemble? C'est par espèce. Mm. Donc, c'est un écosystème. Donc, le réseau, déjà, ça, c'est un groupe, c'est un ensemble. Donc, c'est ça, quand on comprend le réseau, c'est-à-dire qu'on fait partie, on est un individu parmi un collectif. Et généralement, c'est des semblables. Soit semblables physiques ou d'état d'esprit, de vision, de valeurs communes. Donc, réseauter, ça veut dire, c'est justement prendre conscience qu'on est un devant le groupe, mais qu'on est utile au groupe. Ok. Donc, réseauter, ça veut dire, en fait, c'est l'art et la manière, en fait, de se connecter, soit avec son groupe d'individus ou avec d'autres qui ne partagent pas forcément nos valeurs, nos identités ou différents. Mais on peut se connecter aussi à elles. Ajouté au réseautage, vous avez, plutôt à côté du réseautage, vous avez ajouté le mot bienveillant. Ouais, Est-ce que, c'est quoi le réseautage bienveillant? ouais. Et est-ce que le réseautage bienveillant existe et en opposition aussi au réseautage malveillant? C'est quoi le réseautage malveillant? Mhm. Puisque s'il y a bienveillant, assurément, il y a... Alors, pour faire la différence entre les deux, c'est que souvent, effectivement, quand on parle de réseau, ça devient peut-être un terme où on parle de networking. Parce que c'est souvent les anglo-saxons qui ont popularisé ce terme. Mm. Donc, networking, donc network, il y a réseau encore, et networking, c'est l'art de se connecter. Donc, ça veut dire que c'est un processus. C'est pas quelque chose qui est automatique. Donc, ça veut dire qu'il y a une attitude, un comportement, une action. Donc, c'est pour ça que réseauter, c'est forcément qu'on est en mouvement. Mm. On ne peut pas dire je réseaute, je suis chez moi tout seul. Ça marche pas, ça. On peut pas dire je réseaute, je me connecte pas avec les autres. Ça marche pas non plus. Avec les réseaux sociaux, on ne peut pas aussi. Hein. Si, Ah, mais on ok. se connecte, c'est pas forcément physique. Ok. C'est aussi de Mais il y aura manière toujours cette virtuelle. dimension. Cette du dimension, on se connecte. Donc on crée une relation d'égal à égal ou de relation d'individu à individu qui sont être semblables. Ça peut être physique, en valeur, en intérêt, mais qui peuvent être aussi différents. Et pourquoi bienveillant? Parce qu'en fait, la différence qu'il y a entre je réseaute ou je fais du réseautage général et du réseautage bienveillant, c'est qu'en fait, dans le bienveillant, il y a un sentiment de je suis plus intéressé par autrui, par servir, en fait. physique. Et non pas Pour se servir pour se soi-même. servir. Voilà. C'est ça C'est-à-dire, la différence. j'apporte de la valeur Exactement. et je n'attends pas forcément en Ouais. retour qu'on m'en donne. C'est désintéressé. Ok. Après, on va dire oui, mais il y a toujours de l'intérêt. Mais c'est pas forcément un intérêt financier. C'est l'objectif premier. C'est l'objectif, c'est l'idée, c'est comment toi, c'est pas moi, en tant que l'objectif premier. personne, Mm. je peux t'aider, toi, à atteindre tes objectifs, tes rêves. Ok. Donc, plus je suis intéressé par qui ce que tu es, c'est pour ça qu'à chaque fois, je rencontre des personnes, je leur demande, et souvent, ils sont perturbés. Je le vois tous les jours. Quand je pose la question, je dis, Comme mon mais- technicien tout à l'heure. comme le technicien tout à l'heure, et il se dit, mais je le vois, hein, parce que ça perturbe, parce qu'il y a des personnes. Apporter de la valeur à quelqu'un, c'est déjà de savoir qui il est, quel est son prénom. Déjà, c'est la base. Quand on commence déjà à s'intéresser, comment tu t'appelles? Tu viens d'où? Mais pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Parce qu'on s'intéresse à eux. Donc, forcément, soit la personne elle dit, mais pourquoi me poser ces questions? Soit elle se dit, ah, il est intéressé, donc il a envie d'en savoir plus. Donc ils peuvent ne pas vouloir répondre, mais je pense que l'être humain, de manière générale, aime parler. Ça, c'est un point de caractère. L'être humain, c'est un être qui aime discuter. Donc il faut trouver juste les leviers pour essayer d'en échanger avec lui. Plus vous en savez pour cette personne, c'est pas pour la manipuler, c'est juste pour dire, mais comment je peux me connecter au mieux pour nos intérêts communs, mais déjà dans ses propres intérêts à elle. Ok. Donc c'est pour ça le bienveillant, c'est par opposition, par le réseautage intéressé où je force. Mhm. Parce qu'on peut faire du réseautage tous les jours, que ce soit sur les réseaux sociaux ou de manière physique. J'en ai un exemple, je participe à un événement et j'ai qu'un objectif, c'est de rencontrer par exemple Chun Yang qui participe à un événement. Ça s'est intéressé ou désintéressé? Ça peut être intéressé parce que mon objectif, c'est vraiment de le rencontrer, mais pour faire quoi? Voilà. C'est quoi le but? Et deuxième question, quel est l'intérêt de Chun Yang ou de n'importe qui à discuter avec toi? Ok. Tu parles de valeurs, pas forcément de façon directe, mais on le sort dans le livre, que les valeurs sont davantage mises en avant, que même cette course à aller réseauter et autres. Est-ce que y a une différence entre un réseau de contacts Ouais. et un réseau de valeurs? Ouais. Et c'est quoi la différence? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Bah, en fait, le réseau de contacts, je vais donner un exemple pour illustrer. Je vais prendre quelqu'un qui a un carnet d'adresses ou un téléphone dans lequel il y a plein de Tout le numéros. monde. Tout le monde a un carnet d'adresses. Oui. Ouais, peut-être pas. Non, en tout cas, on a un téléphone. On a tous un téléphone. Et dans le téléphone, il y a des numéros. Mm. Donc, les personnes qui ont plein de numéros, ils peuvent considérer qu'ils ont plein de contacts. Donc, ils connaissent plein de gens. Mais ils n'ont pas... Voilà. Ils connaissent plein de gens. Là, Ils ont le j'arrive à numéro. capter.
Mais est-ce que les gens qui connaissent, qui sont dans leur téléphone, partagent les mêmes valeurs qu'eux? Pour Pas sûr. l'interrogation. Pas sûr. Et donc, du coup, la différence qu'il y a entre deux, le réseau de contacts, c'est juste plus sur le quantitatif, c'est le chiffre. J'ai le nombre de personnes, on peut dire voilà, le nombre d'abonnés. J'ai quelqu'un qui a plein de followers sur sa page, il peut dire voilà, moi je suis quelqu'un qui a plein d'abonnés. Mais ok, d'accord, tu as 1 million, mais est-ce que tu as plus de valeur que celui qui en a 100? Ok. Pas sûr. J'ai une autre question. Moi, par exemple, j'ai 4000 contacts Mhm. dans mon téléphone. Ouais. Est-ce que je peux dire que j'ai un grand réseau? Même si je sais que je communique peut-être pas avec les 4000 contacts. Sur les 4000, on va peut-être dire 75 avec qui j'ai interagi mensuellement. Mais est-ce que je peux dire que j'ai un grand contact? Oui, on peut le dire. Un Pourquoi? grand réseau plutôt. Oui, on peut le dire parce que statistiquement, ça a été prouvé, hein. Généralement, les gens, ils ont entre 150 et 250 numéros de téléphone, donc de contacts réels. Ok. C'est statistique. Après, il y a des gens qui en ont beaucoup plus, il y en a qui en ont un peu moins. Mais statistiquement, quand on regarde, quelles que soient les cultures, les origines, on dit combien de personnes tu as réelles. Hein. Donc, c'est vraiment des vraies personnes avec un vrai numéro. Donc, c'est entre 150 et 200. Joindre. Donc, si tu en as 4000, on peut considérer que tu as un grand réseau. Okay. Maintenant, la différence qu'il y a entre quelqu'un qui en a 100, 200, qui va être peut-être plus connecté, et le jour... Pas forcément... Hein? Vas-y. Et le jour où il a une initiative, qu'elle soit privée ou professionnelle, quelle est sa capacité justement à interagir, à mobiliser ce réseau? C'est là où, au fait, j'allais même poser une question. Est-ce que avoir les 4000 n'est pas un frein? C'est juste un cas pratique. J'ai pris mon propre cas pour faire comprendre un peu. Est-ce que c'est pas avoir 4000, j'aurais du mal à investir sur les 4000, alors que celui qui a peut-être 100 contacts peut facilement réseauter, atteindre ses objectifs? Est-ce que là, c'est pas une erreur pour moi d'avoir autant de contacts? Et peut-être, c'est là où... Non, c'est pas une erreur. Tu n'es pas obligé d'interagir avec les 4000. C'est pas obligatoire. Mais comment, par exemple, rentabiliser les 4000? Bah, si on va parler d'exemples réels et des exemples réseaux sociaux. Ok. D'accord? Si on prend exemple physique, je pense pas que tu connais 4000 personnes. Mais vraiment, quand je dis connaître, tu connais leur nom, leur prénom, où ils habitent. Non. C'est impossible. Parce que l'être humain, il a aussi une capacité à mémoriser. Je crois que c'était autour de... Je crois que c'est un truc qui a été fait. Hein, il me semble que c'était 500 ou maximum. Pourquoi Facebook, quand ils ont créé, souvenez-vous, le principe d'amis, pourquoi c'est limité à 5000? Parce que statistiquement, on ne peut pas connaître réellement plus de 5000 personnes. Réellement. Donc, ça veut dire que les 4000 que tu connais, qui sont dans ton répertoire, soit c'est des numéros de téléphone, ou soit c'est des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux. C'est pas la même chose. Okay. Donc, ça veut dire que si c'est des personnes réelles, physiques, tu peux dire, je connais Armande, qui s'appelle... qui a 28 ans, qui habite à Kinshasa, je connais Pierre, un truc. Là, c'est vraiment des vrais gens avec qui tu as échangé et tu es capable de dire qui ils sont. Mais on ne peut pas mémoriser 4000 personnes, c'est impossible. Maintenant, avoir 4000 abonnés sur sa page Instagram ou sur Facebook, c'est pas nécessaire d'être connecté, les connaître nominativement. Okay. Par contre, ces 4000 peuvent être utiles dans le sens où on interagit de manière directe ou indirecte. Okay. Publier du contenu de valeur comme tu peux le faire sur une page vidéo, tu les connais pas forcément, mais ils suivent ta vidéo, ils interagissent, il y a une connexion dans le sens où on apporte de la valeur à ces personnes, soit pour les conscientiser, pour les inspirer, pour les former ou les divertir. Okay. Donc, on prend un homme politique, d'accord, avant d'arriver à la tête de l'État. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit, quel que soit son pays, qui connaît individuellement chacun des personnes qui ont soit voté pour lui, qui sont abonnés sur sa page. Non. Ça, c'est vrai. Alors, quelle est l'erreur qu'il nous faut éviter lorsqu'il s'agit des réseautés, ou quelle est l'erreur d'ailleurs que les gens commettent très souvent lorsqu'on se dit, bon, je vais réseauter. Très souvent, c'est comme ça. Hein. Tu arrives... là, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai eu mon diplôme. Là, je suis passé en master de marketing digital. Bon, quand j'ai fini mon master, j'ai dit, bon, ou peut-être pendant que je serai en train de faire mon master 2 de marketing digital, je vais me dire, mais tiens, il faut que je réseaute. Parce qu'à la fin de mon master, il faut bien que je travaille quelque part. Mais quelles sont les erreurs qu'on commet très souvent? Et quelles sont les erreurs? Il y en a plein, j'en parle dans le livre, mais je vais essayer d'en donner quelques exemples. Une des erreurs... D'ailleurs, si vous avez besoin de connaître davantage, le livre, il est là. Ouais, j'ai fait un chapitre complet qui s'appelle
faire des rencontres et participer en fait à des événements. Et dedans, je donne des principes et un guide méthodologique pour justement quelles sont les erreurs à commettre quand on veut participer à des événements. Parce que souvent, c'est au moment qu'on en a besoin, c'est qu'on y pense. Une des erreurs, et c'est ça, c'est qu'en fait, ça manque de stratégie. Souvent, quand la personne me dit, il faut que je réseaute, il faut que je sorte, mais je dis, mais ok, d'accord, mais pourquoi tu veux le faire? Toi, tu m'as donné 2 réponses. Mais je vais te pousser un peu, je vais te challenger sur les réponses que tu viens de donner inconsciemment. Je t'ai donné 2 réponses là? Oui, tu m'as donné 2 réponses sans Ok. t'en rendre compte. Tu m'as dit, tu réseautais parce que tu vas finir ton diplôme. Ok. C'est ça que tu as dit. Oui, oui. Et c'est un master. Et à la fin de ton master, tu as besoin de toi trouver de travail. Donc, tu as besoin de réseauter pour rencontrer des gens. C'est ça, en fait, ta finalité. Moi, je dis c'est une bonne et mauvaise réponse. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas au moment où on finit son diplôme qu'on va se poser la question il faut que je rentre sur le marché de l'emploi. À quel moment? Je dis c'est tout le temps. Pourquoi c'est tout le temps? Quelqu'un qui fait un master, quel que soit le master 1, master 2, s'il faut qu'il attende la fin de son master pour dire ah, il va falloir que maintenant que je rencontre tout le monde pour aller trouver du travail, mauvaise erreur. Très mauvaise erreur. Pourquoi? Parce que c'est pas, et souvent l'erreur que les gens ils font, c'est au moment où ils en ont besoin qu'ils prennent conscience qu'il faut se connecter avec les personnes. Je vous donne un contre-exemple. 2 personnes qui font exactement le même master. Un, lui, il a attendu la fin de son master pour se poser la question ah, je vais rentrer dans le marché de l'emploi, donc il va falloir que je rencontre des personnes. Et la deuxième personne, qui elle, au contraire, a toujours pris le temps déjà de s'intéresser sur quelles sont les perspectives d'emploi pour occuper le master, qui a pris de son temps pour aller apprendre, lire des livres, regarder des podcasts, s'intéresser sur des profils de personnes, faire des recherches. Donc, vous voyez là, c'est 2 attitudes différentes. Il y en a une, je suis plus sur, j'allais pas dire je suis attentiste, mais en tout cas, je réagis parce que je sens que là, ça va être compliqué. Et une autre qui est plus dans la continuité. Donc, le réseautage, c'est pas instantané. C'est ça le message que je veux envoyer aux gens. Ok. C'est Ça que se travaille. Ça se travaille et c'est sur du long terme. Pour donner une illustration, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas celui qui va plus vite qui va gagner en fait. En fait, on réseaute pour toi, tu penses qu'on réseaute toute notre vie, on Tout le réseaute, on continue à réseauter. Ah oui. Mais il faut prendre conscience de ça en fait. Et que c'est pas un objectif qu'on doit se fixer à la fin des études où on Non. s'apprête à lancer un projet. Ouais. C'est très souvent aussi, bon, c'est une erreur que commettent pas que les étudiants. Hein. Oui, Il y a aussi même des adultes. entrepreneurs. Pour chercher de et autres. l'argent, en Voilà. financement, on se dit ah tiens, il faut que je parte à des événements, je vais rencontrer des business Top. angels. Pour toi, on doit imploder la notion du réseautage. Comment expliquer ça? Au fait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de moment précis. Dès lors, on se dit, tiens, voilà, c'est là où même vient l'autre question, parce que tu parles de se fixer des objectifs, de clarifier la vision. Ouais, exactement. Est-ce qu'il faut, au préalable, faire un travail sur soi avant de penser réseautage? Et est-ce que c'est à la fin, une fois que j'ai découvert mon potentiel et je me dis, tiens, là, je vais réseauter parce que je ne me rappelle plus de la page, tu dis, il faut réseauter. Et dans le réseautage, il faut trouver les amis utiles à votre raison d'être, au pourquoi vous... en fait, à cet objectif que vous êtes fixé de vous réaliser. N'allez pas seulement rencontrer des gens pour rencontrer des gens qui vont servir soit directement, soit indirectement à votre vision. Est-ce qu'il faut se connaître, apprendre sur soi avant de se projeter? Oui, tout à fait. Et tout en sachant aussi, pour ne pas te couper, tout en sachant que là, jusque parfois à l'université, on ne se pose pas ces questions-là sur soi. Non. Mais c'est une des raisons pour laquelle aussi j'ai vraiment pris le temps d'écrire ce livre parce que malheureusement, ce n'est pas les choses que nous enseignent à l'école. Ok. Moi, tout ce que j'ai appris et que j'ai mis dans le livre, ce n'est pas à l'école que je l'ai appris. Ouais. Je l'ai appris à la rencontre des personnes, la famille, mon histoire personnelle, les expériences. Et j'ai pris conscience qu'avait de la valeur, c'est quand j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient toujours qui me posaient toujours la même question. Mamadou, comment tu fais? À chaque fois qu'on te voit, tu es toujours bien connecté avec les gens. Tu connais un tel, tu connais un tel, tu connais un tel. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Mais après, quand tu leur expliques le processus, ils disent « Ah, en fait, c'est du taf quand même. » J'ai un exemple. Quand on te dit « Tu as 4000 personnes dans ton répertoire », mais les gens, ils ne te demandent pas « Mais comment tu as fait pour contacter ?» Ils voient juste le chiffre, les 4000. Ce qu'ils ne savent pas, c'est peut-être que toi, tu as pris le temps d'aller dans les événements, tu as pris le temps de faire des recherches, tu as pris le temps de lire un livre, tu as pris le temps de t'intéresser aux personnes. Donc, du coup, d'emmagasiner plein de choses. Donc, forcément, les gens, ils voient le résultat.
Mais Ils ils ne voient voient pas le pas le processus processus pour y ou le atteindre. parcours. Voilà. Donc, du coup, ce que j'invite vraiment les gens à faire, c'est le travail. Effectivement, réseauter, c'est déjà pourquoi on veut le faire. Pour soi, mais surtout pour les autres. C'est vraiment une rencontre entre nos objectifs, personnels ou professionnels, et qu'est-ce que le monde aussi peut nous apporter. Ok. C'est une rencontre. Parce que si on est égoïste, c'est tout justement la différence entre le réseautage classique Malveillant, et classique, plutôt on réseaute tout classique, seul, et le réseautage plutôt tourné vers le donner. donner pour recevoir, et d'où le bienveillant, mais tout vraiment dans l'esprit de désintéressé. Tu parles de se connaître avant de réseauter. Est-ce que toi, tu as fait ce travail-là? Et si tu l'as fait, quels sont les mécanismes que tu as utilisés? Peut-être quelqu'un va nous écouter, il va dire, mais bon, tiens, je me cherche depuis un moment. Et ce monsieur me dit, pour que je me tape une belle liste, une bonne liste de personnes qui peuvent m'aider à atteindre mes objectifs, il me demande de faire d'abord la première rencontre, la rencontre avec moi-même. Je vais l'écouter. Quelles sont les approches que toi tu as utilisées pour Moi, pouvoir... je vais donner des approches qui sont vraiment très simples, qui fonctionnent pour tout le monde, hein. Même si je sais qu'il y en a certains, ça va être compliqué pour eux, mais ça fonctionne. Ok, Qu'est-ce qui fonctionne, c'est prendre un stylo et un papier ok. Prenez un stylo et un papier. et écrire. Écrire quoi? Écrire ce Honnêtement. qu'on veut devenir, ce qu'on veut avoir, ce qu'on veut être. Moi, quand le jour où j'ai pris mon papier et mon stylo pour dire qu'est-ce que je veux être, ça est devenu déjà plus clair. Qu'est-ce que je veux avoir, c'est déjà devenu plus clair parce que je l'ai écrit. Il y en a certains, ils vont dire, oh là, je veux devenir riche. Parce que c'est facile, tout le monde veut gagner de l'argent. Mais une fois qu'on a l'argent, on en fait quoi? Quel est le but? Quel est le sens? Il y en a qui vont me dire, oui, je voudrais être président de la République. Il y a un enfant, il veut devenir président de la République à l'âge de 7 ans. C'est pas oser. Non. Après, il faut se poser la question, pourquoi cet enfant, à 7 ans, il veut devenir président de la République? C'est lié à quoi? À son environnement? Peut-être qu'il a vu ses parents qui parlent de président de la République depuis qu'il est né. Donc, c'est peut-être un facteur qui a joué. Et on verra, hein, tous les présidents aujourd'hui, je ne pense pas qu'à 7 ans, ils avaient envie, mais je pense que depuis très jeune, ils avaient envie de devenir président. Et peut-être qu'eux, ils ont tous écrit, et ça, je crois qu'il y a une étude à Harvard qui l'a prouvé. Je crois que c'est dans les années, la date, je ne me souviens pas trop, c'est 60 ou 70. Ils ont regardé en fait des personnes qui sortaient d'un MBA et ils les ont retrouvées, je crois, 10-15 ans après, pour savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. 97% des personnes qui avaient écrit ce qu'ils voulaient devenir, ils l'avaient dit, écrit, ils ont obtenu. Donc pour toi, la première chose, il faut écrire, dire ce que l'on veut devenir et... Soit on veut devenir, soit on veut être, ou on veut avoir. Généralement, c'est ces trois choses. Ok. Je veux devenir riche, je veux avoir de l'argent, je veux avoir une maison, je veux avoir une femme. Mais là, c'est orienté un peu vers... Dire que je vais devenir riche, c'est pas mauvais en soi, mais j'exagère. Je pense que c'est un peu égoïste. Mais j'exagère parce que Mais très souvent, c'est ce que les gens font. Bah oui. Mais c'est déjà un début. Oui. Après, il faut creuser. Oui. Je suis pas en train de... Il y a des gens qui vont pas dire je veux devenir riche. Il y a des personnes qui vont dire non, mais moi, je veux devenir riche. Voilà. Hein, ça se refuse pas. Après, c'est quoi la richesse? Après, c'est une autre question encore. Qu'est-ce qui est devenir riche? Est-ce que c'est en argent ou est-ce que c'est en valeur ou est-ce que c'est en impact? Bref, pas faire de la philosophie, mais chacun de nous a une définition de ce que c'est la richesse. Ce que j'essaie de dire, juste que c'est important, c'est déjà soi-même, qu'est-ce qu'on veut. Parce que très souvent, les gens, ils n'obtiennent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui me dit, ouais, je veux rencontrer Barack Obama. Mais pourquoi faire? Pourquoi? Tu l'as rencontré, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie? Quand ça sera plus clair, il va mettre en place un processus, il va rencontrer des personnes qui vont l'aider à atteindre cet objectif. Donc la première étape pour moi, pour revenir à ta question, se connaître, c'est déjà de savoir qu'est-ce qu'on veut soi-même. Okay. Et pourquoi on le veut aussi. Parfois, on ne sait pas, mais c'est pas grave si ça change. Mais le fait de se poser la question et de l'écrire, ça devient plus clair. Ça devient plus clair. J'insiste là-dessus. Le livre, avant de l'écrire, je ne me suis pas levé un matin et je me suis dit, tiens, c'est un processus, mais j'ai pris la décision à un moment donné, je me dis, je veux écrire un livre, je savais pourquoi je voulais le faire. Et comme le pourquoi il était très important, même si c'était compliqué, j'allais jusqu'au bout. Le pourquoi du livre, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser dans le monde? Quel héritage? Quelle transmission? Quelle valeur on peut apporter? Parce que c'est facile de dire oui, je suis dans la transmission, j'ai envie de l'esprit de solidarité, mais dans les faits, qu'est-ce que tu fais en fait? C'est pas cohérent.
Donc, effectivement, laisser une empreinte, parce qu'on est dans les cultures, traditions, justement, africaines, proche, je parle du Sénégal, c'est du coup dans l'oralité. Moi, j'ai beaucoup appris en écoutant, en voyant. Mais il n'y a aucune personne qui m'a donné un livre, qui m'a dit, tiens, lis-le, tu verras tout dedans. Mais c'est pas pour autant que ça n'a pas plus de valeur. Ça a énormément de valeur, mais maintenant, je pense que pour laisser une trace dans l'histoire, Il faut pour écrire. soi-même, il faut écrire. Parce que dans 200 ans, il y a peut-être d'autres personnes qui seront là, mais ton seront livre là. pourra toujours être là. Exactement. Donc, pour revenir à ta question de se connaître, c'est qu'est-ce qu'on veut soi-même et qu'est-ce qu'on veut apporter peut-être au monde. Si on ne sait pas dire qu'est-ce qu'on va apporter au monde, déjà, généralement, on sait quand même ce qu'on veut. Même si c'est pas précis, ça peut changer, c'est pas grave. J'ai parlé du être, avoir ou faire. Et si quelqu'un t'écoute, il se trouve dans les zones de confort. Toi, est-ce que tu avais déjà aussi des zones de confort? Oui, j'ai eu des zones de confort. Les zones de confort, c'est on a eu des études dans des domaines, que ce soit la technique, la communication, et puis on pense que on fera toute ta vie dans ce registre. Pour toi, ta zone de confort, par exemple, ça a été ce diplôme d'ingénieur, ce milieu. Bah oui, c'est le métier dans lequel parce que j'ai par été la formé. suite, tu l'as quitté Oui, pour lancer. je l'ai quitté parce qu'en fait, c'est comme dire un appel. On se rend compte, en fait, il y a le sens du devoir où il y a des choses dans lesquelles on est bon sans vraiment trop travailler. Je donne un exemple. Tout à l'heure, quand on a commencé, je t'ai posé une question, je t'ai dit, mais est-ce que tu as fait de la communication toute ta vie? Comment c'est venu? Parce que des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte qu'on fait quelque chose. Parce Moi, par exemple, je me forme parce que j'ai la passion. Ok. Mais sans la formation, je peux avancer aussi. Oui. Rien qu'avec la passion. Ouais. Ce que j'essaie de dire par là, c'est que notre diplôme ne nous définit pas vraiment. En partie. Il y a des personnes qui sont bonnes dans un domaine sans forcément avoir un diplôme. Et inversement, il est vrai aussi. Il y a des gens qui ont un diplôme, ils ne savent pas forcément faire. Ce que j'essaie juste de dire, c'est que c'est important. Je ne sais plus c'était quoi la question. Je commence à partir. C'est quoi la question déjà? La zone de confort. Ouais, la zone de confort. La zone de confort, c'est être dans sa zone de prédilection, soit parce que formation, soit parce qu'environnement, c'est des choses qu'on connaît en fait. Et la zone justement d'inconfort, c'est celle qu'on ne connaît pas. Et le jour où j'ai pris conscience que j'avais plein de facettes que je n'utilisais pas, parce que j'ai essayé un jour faire quelque chose qui n'était pas du tout prédestiné, et ça, on se rend compte en fait, ah ouais, mais on sait faire, et même on s'éclate à le faire. Et on est bon en plus à le faire. On prend du plaisir. On prend le plaisir à le faire, et du coup, on se trouve des vocations qui n'étaient pas forcément destinées au départ. Tu parles aussi du capital humain dans ton livre. C'est quoi le capital humain pour toi? Alors, le capital humain, c'est un concept qui est assez ancien. C'est pas moi qui l'ai créé. Je crois que ça vient du 19e siècle. Grosso modo, si je la fais simple, pour vulgariser, c'est un ensemble de dispositions, d'aptitudes individuelles ou collectives qui nous permettent, en fait, d'avancer dans la vie. Pour faire simple, on est tous allés à l'école. On a eu des savoirs de base, savoir lire, écrire, parler. On a eu tous à peu près, ceux qui sont à l'école, les mêmes bases. Pourquoi se fait-il qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus bons dans un domaine que d'autres? Soit ils l'ont cultivé, soit parce qu'aussi il y avait des choses qui sont innées. Donc le capital humain, c'est vraiment justement chaque individu, ça je suis convaincu, a un don, un talent, des compétences qui ne sont pas forcément visibles et exploitées. Pour donner mon exemple, moi là où j'étais bon, et j'ai pris beaucoup de temps à le savoir plus tard, c'est aller vers les gens, c'est communiquer, tout ce qui est ressources humaines. Et c'est à l'inverse de ce que j'ai appris à l'école. À l'école, j'ai appris la technique, les sciences, les mathématiques, la physique, l'analytique. Et c'est pas contradictoire, c'est juste quand on prend conscience qu'en fait, qu'il y a d'autres zones qu'on peut exploiter, même si on n'a pas eu une formation de base dedans, parce qu'on a peut-être des dons, des talents qu'on arrive à exploiter. Ce qui fait la différence, c'est que moi, j'ai rencontré des personnes qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont montré en fait que j'avais un don que je ne voyais pas. Et pour toi, tu penses que c'est ce qui manque aujourd'hui en Afrique, chez les Africains, le capital humain? Non, ça ne manque pas. Il y en a? Ah, non, énormément. Et est-ce peut-être les rencontres aujourd'hui en Europe, cas pratique? J'étais venu, je suis allé à Montpellier et à un moment donné, je me suis dit, tiens, pour que je me réalise, il faut que je sois à Paris parce que pour moi, Paris, c'est un portail, c'est un lieu où je peux rencontrer tout le monde. Je m'étais même permis de citer des personnes. Je me dis, mais tiens, je peux rencontrer Obama à Paris, je peux rencontrer un tel à Paris. Et c'est ce que j'ai fait, je suis venu à Paris. Mais est-ce qu'en Afrique, on a cette... Est-ce que c'est les occasions aussi qui manquent pour permettre à ce que ce capital soit renforcé grâce au réseautage? Parce que on a l'impression que tout est politique. C'est difficile en plus en Afrique de rencontrer des gens. Il faut avoir un super grand réseau. Tu ne penses pas que c'est un vrai handicap?
Si, ça l'est un peu, mais faut pas être défaitiste. Ok. Je m'explique. Quelqu'un qui est en Afrique, quelle que soit la ville, hein, Sénégal, Kinshasa, au Mali, Bamako, ou peu importe la ville, hein, Nairobi au Kenya, c'est pas parce qu'il est exclusivement dans son pays qu'il va pas progresser. C'est ça le message que je veux envoyer aussi à tout le monde. Quel que soit le lieu où vous êtes, vous pouvez faire déjà avec ce que vous avez. Ce que vous avez, c'est quoi? Euh, Vous êtes en bonne santé, vous avez une tête bien faite. Maintenant, les choses ne viennent pas tout seul. Mm. Il faut aller chercher, il faut aller poser des questions, il faut aller apprendre, il faut aller être curieux. Pour revenir à ta question de capital humain, chacun de nous est un capital en soi. C'est-à-dire que ça peut se transformer en argent si on pense argent. Parce que généralement, quand on pense à capital, on associe à de l'économique, à de l'argent. Mais ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'on peut valoriser ses compétences. On peut valoriser son savoir-faire. On peut valoriser ses expériences. On peut valoriser un diplôme. On peut valoriser aussi, pas forcément quelqu'un qui a un diplôme, mais qui a une expertise. Et pour valoriser ça, effectivement, déjà, il faut être conscient qu'on a cette valeur dans les mains ou en soi. Si on n'en est pas conscient, des fois, c'est des personnes. Moi, il y a plein de choses que je ne savais même pas sur moi. C'est les gens qui ont pris conscience. Pour revenir sur le livre, pourquoi le bienveillant? C'est un jour, j'ai organisé un événement, et véridique, hein. À la fin de cet événement, c'est l'un des tout premiers que j'avais organisé autour de ma marque, donc des Magency. Un monsieur que j'ai jamais vu, que je connaissais pas, qui faisait partie du public, il m'a dit une phrase, mais jusqu'à aujourd'hui, elle m'a vraiment perturbé le jour même. J'avais posé une question toute simple à la fin. J'ai dit, si vous devez résumer ce que vous avez vécu dans cette journée-là, qu'est-ce qui serait-il? Dites-le en 2-3 mots. Et le monsieur, je l'ai jamais vu de ma vie, hein. C'est pas un noir, donc c'est pour dire que c'est pas une histoire de noir, blanc, chinois. C'est quelqu'un qui me connaissait pas. Donc, il ne pouvait pas dire quelque chose intime, en fait. Il me regarde les yeux dans les yeux. Il me dit, je vous ai observé, monsieur, pendant toute la journée de l'événement. Parce que c'est moi qui ai organisé l'événement. Il me dit, monsieur, je ne vous connais pas. C'est la première fois que je vous vois. Mais ce qui ressort de vous, c'est la bonté et la bienveillance. Bon, quand il m'a dit ça devant tout le monde, j'ai failli pleurer. J'ai dit, mais comment il peut me juger comme ça? Je dis, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il me dit, je vous ai observé. Je vois comment vous êtes, je vois comment vous communiquez. Et il y a des choses qu'on ne peut pas mentir, en fait. Et ce jour, quand j'ai entendu ça, je dis, ah ouais, mais en fait, il y a la perception, l'image qu'on a, mais aussi ce que les gens retiennent de nous, ou ce qu'ils perçoivent, qui nous connaissent, en bien ou en mal. Hein. Il aurait pu dire, bon, vous êtes un arnaqueur, vous êtes ci, vous êtes ça, j'en sais rien. En tout cas, lui, dans sa définition, c'était ça. Et le mot bienveillant, il est revenu à chaque fois. Ok. On sait tous que le mot bienveillant est une valeur. Et vous parlez aussi dans le livre de soigner son image. Est-ce que on peut soigner ces images à travers les valeurs, les mettre, les amplifier davantage? Parce qu'aujourd'hui, on vit moins selon les valeurs et les principes. Je ne sais même pas, on se traversit tellement et on prend parfois des gens pour modèles alors que ces personnes-là ne portent pas en soi des valeurs que nous, on a, qu'on a reçues. Toi, tu as reçu potentiellement la bienveillance parce que tu as ton grand-père, ta grand-mère, tout le village. En fait, quand j'ai lu le livre et que j'ai vu le cocon familial dans lequel tu as grandi, il y a véritablement cette bienveillance-là. Donc, c'est comme quelque chose qu'on t'a même pas communiqué et qui a grandi avec toi. Est-ce que c'est à travers les valeurs qu'il faut construire, soigner son image, ou bien il y a d'autres approches que tu peux mettre en avant? Il y a deux approches, mais pour moi, je reviens toujours sur la base, c'est se connaître. Ok. Je reviens toujours sur la même chose depuis le début. Si on ne sait pas qui on est, on ne va pas aller loin, on ne sait pas où on va, parce qu'on va se disperser, et on va se trahir, on va se travestir. Maintenant, qu'en est-il de ceux qui font le branding aujourd'hui? Bon, je vais faire mon branding. Est-ce que ça part des valeurs? Bien sûr. Ça part parfois de l'histoire familiale? Je vais donner des exemples, comme ça va être clair pour tout le monde. Quand on dit branding, donc aujourd'hui, le truc à la mode, c'est personal branding, où on va parler de société. Mais je vais prendre les deux exemples. Une société. Si je dis Chanel, à quoi tu penses? Le luxe. Voilà. Si je te dis Louis Vuitton, tu penses à quoi? Le luxe. À quoi d'autre? Certes, c'est pas l'ultra luxe. Quoi luxe? À part luxe, c'est quoi? Inaccessible, c'est pas permis à tout le monde. Hein. Ok. Donc, mais on va le dire terme, le premier, c'est luxe. Ok. Je vais vous donner un autre exemple. Si je te dis Steve Jobs, tu penses à quoi? Productivité. Ok. C'est le premier mot qui te vient à la tête. Oui. Ok. Si je te dis Apple, tu penses à quoi? Apple, je dirais la particularité de Apple, sécurité. Ok. Et toi,
C'est toi qui définis. Mais je fais l'exercice à n'importe qui. Dans 90% des cas, il y a les mêmes mots qui reviennent. Les mêmes mots. Ouais. Ok. Chanel, Louis Vuitton, on va penser luxe. Si je dis Coca-Cola, que tu sois en Chine, au Japon, à Kinshasa, au Mali, tout le monde sait ce que c'est Coca-Cola. Parce qu'ils ont mis dans la tête des gens une valeur. Ils vendent plus qu'un produit ou un service. Ils vendent une histoire, ils vendent une identité. Donc ça veut dire, pour justement faire son personal branding, si c'est une histoire de personne, si on ne sait pas quelle valeur on sait le véhiculer, si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas communiquer dessus et on ne va pas forcément être cohérent. Un autre exemple pour contredire, imaginons que moi je communique que sur la bienveillance, l'esprit de solidarité, l'excellence. Et qu'à la finale, tout ce que je fais ne correspond pas du tout à ce que je dis. Mm. Il y a une incohérence. Oui. Et ça, c'est pas bon non plus. Donc, c'est important de savoir déjà à la base qui on est pour travailler dessus, pour se dire quel message, justement, on souhaite que les gens retiennent. Mm. Steve Jobs, il a dit la phrase suivante, il a dit que votre image, c'est ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la pièce. Ok. Donc, tu vois, les personnes que j'ai citées, Steve Jobs, il n'est pas là, il est décédé. J'aurais pu donner d'autres exemples. Mais les mots qui vont revenir, on va parler toujours innovation, on va parler de... Parce que, consciemment, mais je pense qu'ils ont dû travailler dessus, parce qu'ils sont très forts, hein, généralement, les Américains, sur ces domaines-là. Il y a leur identité propre, il y a leur histoire, mais qu'ils en font une marque, qui font que ça reste dans la tête des gens. Donc, on associe des émotions, des mots, et il faut que les gens ils deviennent intemporels. Ça, Donc, bien. pour revenir à quelle que soit la personne, on ne peut pas se lever en disant, oui, je vais... On est tous une marque. Par contre, on ne le sait pas. Maintenant, c'est comment on fait pour révéler cette marque-là et pour la faire rayonner dans le monde. Ça, c'est autre chose. Ok, moi, je fais ce travail depuis un moment et je vais voir si réellement dans la perception. Quand vous me voyez, vous dites quoi? Quand tu me vois, tu te dis quels sont l'exercice que tu viens de me faire? Je me permets aussi de te le mais c'est faire. très bien. Mais moi, je vais donner mon avis. Ok, qu'est-ce que tu penses de ma personne? Parce La que première en fois plusieurs qu'on fois, s'est on s'est rencontrés. rencontrés, je vais expliquer les conditions pour que les gens comprennent bien, en fait, que c'est une succession d'événements qui font ce qu'on fait aujourd'hui. Mm. La toute première fois qu'on s'est vu, c'est dans un événement. Oui, Un événement physique à Paris. Donc, on aurait ne pu jamais se rencontrer. effectivement. Si je n'étais pas venu, on ne serait pas vu. Voilà. Il y aura Donc, ça veut pas dire la cette première émission étape, aujourd'hui. effectivement, c'est y aller. On ne sait jamais qui on rencontre. Mm. Par contre, si on est animé d'une bonne intention, on sait pourquoi on y va d'une manière désintéressée. Parce que quand je suis allé là-bas, je ne m'étais pas dit, tiens, il faut que je rencontre une personne. 6 mois après, il va organiser une vidéo, il va penser à moi et on va faire un podcast ensemble. Non, c'est une succession. Donc moi, ce qui m'a plu, c'est déjà, l'esprit de curiosité. Quand je dis curiosité, c'est de s'intéresser à ce que les gens qui ont, de me poser des questions un peu de journaliste, quoi. Parce qu'on peut faire du superficiel comme on peut aussi essayer d'aller questionner. Donc ça, j'ai bon. Le côté aussi professionnaliste dans le sens où il y a plein de gens qui veulent se lancer dans un domaine, mais ils ne mettent pas toutes les meilleures conditions, c'est-à-dire c'est pas une histoire d'argent. Être professionnel, c'est qu'est-ce que je veux faire de bien déjà pour moi, mais pour qu'aussi que les personnes, que je mérite leur confiance. Mériter la confiance de quelqu'un, c'est de lui dire, écoute, tu as de la valeur, je t'accorde de l'importance, donc je peux pas, par exemple, t'inviter à mon émission, mais j'ai pas préparé. Ça, c'est pas un professionnaliste. On sait pas qui il est, qu'est-ce qu'il a fait. C'est une absence totale. Parce qu'il y a des gens, par exemple, qui vont recevoir quelqu'un en interview. Ils parlent de leur livre, mais ils l'ont pas lu. Donc voilà, c'est les 2 mots qui vont dire curiosité, professionnalisme. Après, je peux dire plein d'autres choses, mais c'est ce que je peux dire. Ok, merci. Ça fait chaud au cœur. Mais c'est la réalité. Hein. Ah oui. Et donc, du coup, pour revenir sur la question de ton personal branding, si tu veux faire du personal branding, c'est peut-être sur ça sur ces notions qu'il faut travailler. Professionnalisme et... Curiosité, excellence. Tu vois, c'est ces 3 trucs, moi, qui viennent là, donc, qui vont faire que les gens, à chaque fois qu'ils vont dire, tiens, à quoi tu penses, bah, peut-être que c'est ces mots-là qui reviendront. Ça, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui a fait en sorte qu'on reporte à chaque fois l'émission. Parce que je voulais que les conditions soient énormément réussies. Et si aujourd'hui, je m'impose un niveau d'excellence, c'est parce que j'ai été dans une maison, Impact Centre Chrétien. D'ailleurs, l'un des pasteurs est même là, le pasteur Gloire. C'est vraiment à partir de cette famille spirituelle que si on nous a toujours dit, tu fais quelque chose, fais-le bien. Si tu sais que tu ne peux pas le faire bien, ne le fais pas. Donc c'est à partir de là, je me dis, je me force toujours. Là encore, je me dis, hein, Paul, tu m'excuses, on n'est pas encore au niveau où on doit être.
Mais Mais on s'y rapproche. c'est déjà un bon début. Mais on s'y rapproche. Ah, je vais juste apporter un complément d'information à ce que je viens de dire. Parce que ça, c'est important que les gens ils entendent ça. Mm. Souvent, les gens ne passent pas à l'action parce qu'ils veulent que toutes les conditions soient parfaites. Mm. C'est une erreur. Moi, si j'avais pu faire ce que je fais aujourd'hui il y a 15-20 ans en arrière, je l'aurais fait. Parce que malheureusement, très souvent, on dit « Ah, on va prendre l'exemple du podcast. J'ai pas le matériel, j'ai pas le son, j'ai pas la lumière, donc je fais pas. » Non, il faut faire. Il faut Avec oser, les moyens, il faut oser. Améliorer, puis apprendre. avancer. Par contre, quand on a une vision, on a une excellence, effectivement, on peut se mettre des jalons. Mais tu n'aurais pas fait ce que tu avais fait avant, on ne serait pas là aujourd'hui. Mm. Mais c'est une succession de petits pas qui nous rapprochent justement de nos objectifs et de nos rêves, quoi. Mm. Donc le message que je souhaite vraiment donner à toutes les personnes, quel que soit leur domaine, quel que soit ce qu'ils veulent faire, quel que soit leur rêve, c'est déjà de passer à l'action. Passer à l'action, c'est déjà faire des recherches, s'intéresser, regarder. Parce que des fois, les gens disent « Oui, je vais monter mon entreprise, je n'ai pas d'argent. Mm. » C'est le truc, j'ai pas d'argent. Ok, mais tu n'as pas d'argent, mais si, tu peux faire quelque chose quand même. Même avec 5 €, tu peux peut-être commencer quelque chose. Et c'est une succession de ces événements-là qui vont faire que tu vas rencontrer quelqu'un qui va croire dans ton idée, qui va croire dans ton projet parce que tu as déjà fait quelque chose. Comme si tu vas dans une banque, tu dis « Bon, prêtez-moi de l'argent. » Il n'y a aucune banque qui va prêter de l'argent si vous n'avez pas déjà apporté quelque chose. Oui, si vous n'êtes pas client de la banque et autres, Voilà. si vous n'avez pas de garantie. C'est très important. Parlons de garantie, c'est pour moi aujourd'hui une excellente chose de vous recommander d'utiliser l'application Lenfi pour envoyer de l'argent à vos parents un peu partout en Afrique. D'ailleurs, si on est dans ce cadre, c'est parce que Lenfi, avant même de voir le projet, a dit oui, nous t'accompagnons afin de supporter le coût à la réalisation de ce podcast. Donc, nous vous recommandons, si vous êtes en Europe et que vous avez des parents en Afrique, vous souhaitez envoyer de l'argent, utilisez Lenfi, c'est sans frais, téléchargez l'application et enregistrez-vous. Envoyez autant d'argent, utilisez Lenfi tous les jours. Les conditions ne sont pas encore réunies pour vous donner un code promo. Ça va arriver avec le temps, mais là, on essaie d'abord de se construire. Mais suivez ma recommandation, téléchargez Lenfi. D'ailleurs, moi-même, j'utilise déjà l'application pour envoyer de l'argent à mes proches, à mes parents qui sont au Congo, un peu partout en Afrique. Alors, on va parler de l'homme derrière le livre. D'ailleurs, excusez-moi, chers internautes, on ne peut pas parler de l'ensemble du contenu. Le livre est disponible au Sénégal et un peu partout au prix de 15 000. En France, vous pouvez aussi le trouver au prix, il n'y a pas le prix derrière, à 18 €, 18,90 €. Moi, j'ai eu la grâce de le recevoir en dents parce qu'il fallait... le jour justement de l'événement. Le jour de l'événement, je suis venu te voir, je t'ai dit, mais est-ce que vous pouvez m'offrir un livre? Et puis, je vais lire le livre parce que le sujet m'intéresse et pourquoi ne pas ensemble organiser un podcast. Qui est l'homme derrière le livre? Qui est Mamadou Dème, en dehors du formateur, conférencier, l'ingénieur en automobile? Moi, ce qui me définit, moi, je pense que, et même dans ma manière de parler et ma manière de me construire, c'est... moi, je crois beaucoup à l'être humain. C'est pour ça que je parle beaucoup de capital humain, je parle de social, de solidaire. Après, si c'est pas que des mots, comment maintenant ça se traduit en actes, c'est qu'est-ce qu'on fait réellement pour les gens, ici et au pays. Pour donner des illustrations de ce qu'on peut faire, même de l'aspect d'Emergency, qui est un organisme de formation et un cabinet de conseil, je pense que c'est important aussi le volet associatif. Moi, j'ai grandi depuis mon enfance dans peut-être des structures où on s'entraidait. Quelqu'un qui n'a pas à manger, on lui donne. On est tous dans une famille. Dans la famille, on n'a pas tous la même position. Il y a des gens qui ont plus de moyens, il y en a d'autres. Mais c'est ça qui est fort aussi dans les traditions africaines, c'est l'histoire du plat. J'insiste sur le fait qu'il y a un plat pour tout le monde. Que tu aies un salaire 1 million ou que tu n'en aies pas, quand on mange tous ensemble au même niveau. Ça, c'est important. Dans le sens où, que justement, cet esprit de solidarité et nos traditions, il faut qu'elles soient une force pour nous épanouir et pas forcément nous enraciner et nous disant qu'il n'y a que ça qui est mieux et pas autre. On peut justement être ouvert. Et c'est ça justement qui est intéressant aussi dans mon parcours, le fait d'avoir connu le Sénégal et de venu aussi en France. J'ai eu l'occasion de voyager, de partir dans différents pays. Et c'est ça qui fait la force parce que c'est une ouverture d'esprit. Donc Mamadou Dème, c'est vraiment quelqu'un qui me disait, tu es vraiment fort parce qu'il me définissait, mais c'est un connecteur de talent. Donc pour me définir, je suis plus quelqu'un qui va être, tu vois, la croix de distribution,
qu'il y a un lien entre différentes personnes. C'est comme dans une voiture, on a le moteur, mais le moteur, s'il n'y a pas la courroie, ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui te fait douter? Il y a plein de choses qui me fait douter. Le fait de peut-être se lever le matin, se dire est-ce que ce qu'on fait a du sens? Est-ce qu'on va réussir? Est-ce que? Mais malheureusement, c'est pas est-ce que qu'on fait. Il faut juste essayer et puis s'améliorer. Donc, ce qui me fait douter, c'est est-ce que ce que je fais a de l'impact? Est-ce que réellement je suis à la hauteur? Je pense que d'une certaine manière, oui, mais on a toujours envie de faire mieux. Et est-ce que tu as une blessure, une épreuve que tu as transformée en force aujourd'hui? Euh, pff, Là, comme ça, je n'ai pas quelque chose qui me vient en tête. La seule chose que je pourrais peut-être dire, c'est quand quelqu'un ne croit pas en nous, ça ne nous définit pas. Ça dit juste ses réalités. Quelqu'un qui te dit t'es nul, c'est pas forcément vrai. Ok. C'est ses C'est réalités. ses réalités. Mm. Quelqu'un qui dit tu n'y arriveras pas, c'est sa réalité. Et si tu devais remercier une personne pour ton parcours, qui serait cette Je ne personne? vais pas être original, hein, je vais dire mes parents déjà, papa, maman. Et puis il y a une personne Et le aussi, grand-père? le grand-père. Et après, pour sortir un peu du cercle familial, et j'ai rencontré une personne qui m'a fait croire en moi et qui a fait que, à un moment donné, j'ai exploré des zones que je ne soupçonnais pas. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait l'introduction de mon livre. Et c'est pour ça, je crois énormément justement ce côté bienveillant et social. C'était mon ancien manager d'une entreprise dans laquelle j'ai fait toute ma carrière. Ok. Donc c'était mon patron, donc c'était mon responsable hiérarchique. On peut avoir des patrons qui nous traumatisent, mais on a des patrons qui deviennent des amis. Ok. Et lui est devenu mon ami. Ok. Donc au-delà même de l'aspect travail, c'est devenu vraiment un ami. Et on n'a rien en commun. Ok. Ni en culture, ni en origine, ni en tradition. Pour dire, c'est pas une histoire de couleur. Donc, pour dire qu'il est bon, il a les yeux bleus. Et j'insiste là-dessus. Donc Arnaud, hein, pour pas le citer, parce que c'est justement qui a fait le plaisir de faire l'introduction de mon livre. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup appris en lui. Et ça, c'est important aussi dans nos cultures africaines. Et ça, je sais qu'on a beaucoup de mal à parler, à se livrer, à de dire qui on est, qu'est-ce qu'on fait. À chaque fois qu'il se présentait, il racontait un peu son parcours. Mais pourquoi il raconte ça, en fait? Et maintenant, je le fais de plus en plus quand je fais, par exemple, dans les interventions dans les collèges et les lycées auprès de jeunes. Quand je raconte mon parcours, qu'est-ce qui se passe? 9 fois sur 10, les gens ils se souviennent en fait de l'histoire. Donc, ils s'identifient. Donc, c'est important des fois d'être un peu, comment dire un peu ce qu'on a dans le cœur, hein, tout simplement. Ça forcément envie de tout déballer à tout le monde non plus, quoi. En écrivant mon premier livre, je suis allé direct sur les concepts. Et quand j'ai donné ça à la maison d'édition, la responsable éditoriale a lu le livre. Il a dit, mais tu as utilisé ChatGPT pour écrire ce livre? J'ai dit, non, je n'ai pas utilisé ChatGPT pour écrire ce livre. Il dit, mais tu parles des concepts, tu ne parles pas de toi. Je dis, quoi? C'est obligé lorsqu'on écrit un livre de parler de soi. Il dit, mais le livre, avant tout, c'est le côté humain qu'on doit retrouver. Donc, du coup, j'avais fini ça il y a longtemps. On était obligé de tout recommencer parce que il fallait que je mette un peu la personne. Moi, j'ai vu ça comme de l'orgueil. Il m'a dit, non, 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 ce monde ne fonctionne pas comme ça. Tu ne peux pas écrire sur un sujet et tu accouches les concepts sans qu'on sache qui tu es. sans savoir. Voilà. Pour le faire. Voilà. Alors, on va passer sur les 10 questions signature de l'émission. Okay. C'est des questions qu'on pose à tout le monde. Et ces questions-là, c'est des questions rapides. Vraiment des questions rapides. Si tu pouvais dîner avec une personne vivante ou disparue, ça serait qui? Bah, je vais pas être original aussi. Je vais parler encore de mon livre, c'est Nelson Mandela. Ok, pourquoi? Parce que Nelson Mandela, il m'a marqué. Quand je suis venu en France, c'était en 89. Donc dans les années 90. Donc j'étais jeune, hein, 11-12 ans. J'ai vu ce qu'il a fait. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand il est sorti après 27 ans de prison, sans amertume, sans l'esprit de revendication, sans avoir envie de se venger. Ça en dit beaucoup sur la personne. Okay. Et pour revenir sur mon livre, j'ai repris une phrase de lui. Il a dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » C'est magnifique ça. Quel est le livre qui t'a le plus influencé? Il y en a plusieurs, mais je vais parler le côté business. Il y en a un qui s'appelle « Réfléchissez ». Et devenir riche. Napoléon Hill. Ouais. Mais c'est pas le seul, mais bon, il y en a plein d'autres. Hein. Ok. Et quelle est la phrase ou principe qui guide ta vie professionnelle aujourd'hui? Celle de Mandela. Okay. Mais c'est pas la seule. Une phrase que j'aime beaucoup reprendre aussi, je le sors souvent quand je fais mes conférences, c'est
Je crois que c'est John Fitzgerald Kennedy qui l'a dit, l'ancien président américain. Vous allez me dire que je cite que les présidents. Peut-être que j'ai envie Peut-être que vous d'évocation avez des ambitions présidentielle, quoi. présidentielles. Ouais, là, pas vraiment, mais enfin, on ne sait pas. Comme quoi, des fois, les mots ont beaucoup d'importance. Euh, il a dit que, je la fais simple, hein, c'est que l'art, en fait, de la réussite consiste à s'en tirer des meilleurs. Ok. S'entourer des meilleurs. Ouais. Ok. Alors, on va me dire, mais c'est quoi être meilleur? Moi, je comprends que si on veut réussir, quel que soit le domaine, il faut être bien entouré, il faut être bien accompagné. Quand on veut être en politique, il faut un entourage. Ok. Donc, déjà, Donc, l'art de la réussite, c'est s'entourer s'entourer des meilleurs. des meilleurs. Des meilleurs dans leur domaine qui ont les compétences. Et quelle est la rencontre qui a changé ton destin? Bah, celle donc, que je citais tout à l'heure, il y a Arnaud. Ouais. Je me suis pas dit. le seul, quoi, donc, Quelle est l'erreur qui t'a le plus enseigné? Une erreur qui t'a marqué? bah, l'erreur un peu humain, c'est de. A priori, je fais confiance. Ok. Donc, des fois, les gens ils peuvent te trahir. Ok. Et si tu pouvais changer une chose dans la mentalité des entrepreneurs, des hommes, ça serait quoi? Bah, le fait d'attendre que ce soit parfait, parce que souvent, on attend que le moment parfait, il arrive pour commencer, mais le moment parfait, il n'arrive jamais. Il faut faire avec les moyens qu'on a. Quelle est la qualité humaine que tu admires le plus? La bienveillance pour pas être original. Quelle est la phrase que tu aimerais qu'on dise de toi? Il a fait ce qu'il a pu, mais il a fait pas mal. Ok. Et quand tout s'arrête, les conférences, les projets, les bruits, qui es-tu vraiment? Moi, je suis quelqu'un qui aime discuter. Ok. Clairement, moi, c'est pour ça que je dis que je peux passer des heures. Et plus je discute, plus j'ai de l'énergie. Donc, quand les gens sont fatigués, moi, j'ai encore plus de pêche, hein. Donc, ouais. Ok. Et si on te donnait une page pour écrire un mot, quelque chose, une lettre à cette génération, un mot qui pourra rester éternel, que dirais-tu? La Question. jeunesse africaine, ou la jeunesse du monde De entier, façon générale, hein. ouais, c'est de croire en vous. Parce que quand vous croyez en vous, même si vous doutez, tout est possible. Dame Amadou, ça a été un véritable plaisir pour moi. Mm. Ah là, aujourd'hui, je n'ai pas ajouté réel parce que j'aime dire réel plaisir. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir pour discuter autour du pouvoir du réseautage bienveillant qui est le titre de ton livre que j'ai pris le temps d'ingurgiter et ça a été pour moi une opportunité d'apprentissage et impatient de te recevoir dans un autre numéro, toujours dans Deep Conversation. On va faire notre petite route. On en a parlé d'ailleurs de ce projet. Comment faire en sorte de rester dans le temps. Et je pense, sans l'ombre d'un doute, que tu reviendras. Là, aujourd'hui, on a discuté autour de ce livre. Peut-être demain, on discutera autour d'Em Agency, ce que tu fais. Comment est-ce que tu arrives à... Parce que tu dis que tu te considères comme un connecteur humain. Et on va voir un peu comment est-ce qu'on connecte les humains afin que ces humains-là se réalisent. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve au prochain numéro, comme on a l'habitude de le dire dans Deep Conversation. Iébelardo, toujours Nakadra Iébelardo. À très bientôt.